Donc on est aujourd'hui le 24 février, 14 heures, et nous allons reprendre l'entretien entamé hier. Avant ça, je voulais juste résumer les choses qui s'étaient dites hier. Donc on a évoqué pas mal de choses, surtout sur les 17e et 18e siècles. Donc le traitement médiatique des catastrophes, avec les feuillets occasionnels colportés versus le développement des gazettes à Paris à partir du XVIIe siècle, qui adoptent un discours plus factuel, le traitement médiatique des épidémies et les limites de l'action de l'État dans le cadre de la peste de 1720, les différents acteurs du monde de l'édition et puis aussi leurs privilèges associés, les stratégies commerciales des libraires pour contrer les monopoles, et notamment donc, les axes, donc cette sorte de croissant fertile autour de recourir aux éditions étrangères. Le contrôle de l'État et la censure sociale, donc avec une certaine tolérance finalement pour les écrits plus critiques, mais uniquement pour une certaine élite cultivée, qui peut avoir accès à ces écrits. Un assouplissement des règles pour faciliter le développement de la presse non politique. Donc on a évoqué le journal des savants pour l'information scientifique, par exemple. Donc on a évoqué pas mal de choses, enfin vous avez évoqué pas mal de choses. Aujourd'hui, donc, on va poursuivre sur l'histoire de l'information, plus au XIXe siècle, et finir en ouverture avec les évolutions en cours. Pour en revenir peut-être à la fin du XVIIIe, vraiment avec la période révolutionnaire, quels principaux changements s'observent du côté de la presse au moment de la Révolution, et notamment vis-à-vis de la censure évidemment royale. Alors il y a peut-être une transition. Alors la transition a été très brève, ça a été en fait plutôt brutal. Disons que la transition avait été amorcée de manière, ne touchant pas vraiment la presse périodique, mais touchant certains types d'imprimés, parce que au moment de la convocation des États généraux, comme c'était une grande institution qui n'avait pas été réunie depuis plus de 150 ans, le roi a laissé une marge d'expression à l'ensemble des sujets du Royaume de France sur le sujet des États généraux, sur la manière dont ils devaient être organisés, sur ce qui devait y être débattu, mais en dehors de la presse périodique, donc sous la forme de brochures, de tracts, mais aussi de réunions. Il y a donc eu, à la fin de l'année 88 et au début de l'année 89, une production que l'on qualifie de pamphlétaire, mais pamphlétaire ici ne veut pas dire forcément de dénonciation, mais c'était des projets, des discussions, des débats très libres sur ce sujet, vraiment sur ce sujet. Et puis, une fois que les États généraux ont été réunis, dès l'ouverture des États généraux, la monarchie a établi qu'on en revenait au régime normal. Donc, que la censure s'appliquait à nouveau à tout. Et à ce moment-là, disons que certains ne l'ont pas accepté, notamment certains députés qui avaient fait l'expérience des assemblées électorales, des débats, qui avaient fait l'expérience de ces réunions, de tout ce bouillonnement intellectuel, et aussi de toute cette poussée qu'il y avait derrière eux, parce qu'ils avaient rencontré leurs électeurs. Et ils ont souhaité pouvoir rendre compte à leurs électeurs de ce qu'ils faisaient réellement aux États généraux, de la manière dont ça se passait. Donc, malgré l'interdiction, ils ont commencé à publier des brochures, notamment sous forme de correspondance des députés, de lettres des députés à leurs électeurs, notamment dans l'ouest de la France, en Bretagne et en Anjou. Et dans un premier temps, la monarchie a envisagé, disons, des mesures de contrôle pour reprendre, et ça n'était pas suffisant. Je dirais que la pression était telle que ça ne fonctionnait pas, on n'arrivait plus à appliquer ce contrôle. Et puis, c'est arrivé là-dessus, la Révolution elle-même, le 17 juin, la naissance de l'Assemblée nationale, puis la séance du jeu de paume, ne pas s'unir avant d'avoir établi une constitution, le 14 juillet qui permet de consolider cette révolution politique. Après le 14 juillet, le roi recule et accepte l'existence de l'Assemblée nationale, et enfin la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 qui explicitement accorde dans son article 11 « Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ». Et à ce moment-là, automatiquement, tout le système qui existait disparaît.
c'est-à-dire à la fois la censure idéologique. Donc on admet que l'ensemble des discours peuvent être émis, reproduits par l'imprimé. Donc toutes les opinions sont possibles, et en même temps, dans la mesure où ce système de censure idéologique était lié au système des permissions et des monopoles, tout cet encadrement économique du marché de l'imprimé disparaît en même temps. Ça veut dire qu'on peut se faire imprimeur, on peut se faire libraire, on peut imprimer des discours nouveaux, mais on peut aussi réimprimer ceux qui étaient déjà sur le marché et qui se vendaient bien. Donc on a une double liberté idéologique et économique complète. Ce qui, dans le domaine de la presse, va se traduire, de la presse d'information, va se traduire en quelques mois, mais vraiment en quelques mois, en 6 mois, de l'été 89 à la fin de l'année 89, littéralement par une explosion de la presse périodique. On passe de presse périodique d'information, on passe de, disons, au maximum, je dis bien au maximum, en étirant au maximum, en comptant les quelques périodiques qui avaient le droit d'insérer quelques informations officielles sur des cérémonies de cour. Voilà, au maximum une demi-douzaine de périodiques, avec au centre évidemment essentiel la Gazette, qui avait le droit de publier des informations, des nouvelles, à plus de 130 à Paris, voilà, en quelques mois. Avec un éventail très large des opinions et un discours qui change. Alors, la Gazette dite de France continue à exister et elle continue à garder un discours factuel. Mais les nouveaux périodiques politiques qui apparaissent, eux, deviennent du journalisme d'opinion. On est là désormais pour informer et pour commenter l'information pour les lecteurs. Avec une presse périodique qui immédiatement, je dirais, rencontre un public, parce que cette presse périodique d'information, elle existait déjà en France, mais on avait vu ses limites. Ce qui veut dire que du côté du public, des lecteurs français, il y avait des attentes qui n'étaient pas complètement satisfaites par la presse d'information. Et comme en plus s'y ajoute, avec la révolution politique, eh bien, des changements au quotidien, donc des besoins d'information, la presse périodique va devenir très rapidement, d'ici la fin de l'année 89, va devenir le principal imprimé demandé par le public, le principal objet de lecture. Je m'appuie ici sur les analyses de Jeremy Popkin, qui a fait un gros travail sur la presse révolutionnaire en France. Il dit que c'est vraiment à ce moment-là que la lecture de la presse est entrée dans le quotidien d'une large partie des Français. C'est-à-dire que les Français se sont mis à attendre le journal. Cette presse non seulement était plus diversifiée, plus pluraliste avec beaucoup de titres, mais elle a accéléré sa cadence. Alors en province, on reste en général sur des cadences de 2 à 3 fois par semaine, parce qu'on reste quand même très attaché à l'arrivée des courriers, et la Poste, elle n'a pas forcément accéléré l'arrivée de ses courriers, donc il fallait attendre l'arrivée des informations pour pouvoir imprimer le journal local. Mais à Paris, ce sont massivement des quotidiens. Donc au jour le jour, les gens se mettent à attendre le journal pour être informés, et ils peuvent désormais non seulement lire, mais discuter de ce qu'ils lisent. Donc on lit individuellement, et puis on lit aussi collectivement dans les jardins publics, dans les cafés. Les patrons des cafés se mettent à prendre 1 ou 2 abonnements, parce qu'il y a de la concurrence entre les cafés, donc on s'abonne à tel ou tel journal pour attirer la clientèle de ce journal. On prête le journal aux clients, et les gens lisent, discutent, débattent, et puis ces journaux sont aussi lus, débattus, répercutés à travers les clubs politiques. Les clubs politiques se cotisent et s'abonnent à un éventail de journaux qu'ils proposent à leurs membres et qu'ils partagent aussi fréquemment le dimanche en invitant les habitants de la commune à venir lire les journaux dans le club politique. Donc ils servent en quelque sorte de caisse de résonance à cette presse qui est désormais très diversifiée, beaucoup plus fréquente, et qui devient, disons, un aliment d'information essentielle de la communauté des citoyens français. Alors, il y a des hauts et des bas, ça c'est 1789. Évidemment, il y a la guerre, la terreur, ce qui fait que l'éventail des discours possibles va être restreint. Maintenant, jusqu'à la fin de l'année 99, on garde quand même encore une diversité d'opinions possibles. Je dirais qu'au pire de la terreur, en 93-94, il y a eu vraiment un recul de la presse périodique. Dans certaines régions, on est même revenu au niveau de 89. Voilà. Mais dès 95, ça repart. On ne retrouve pas les hauts niveaux de 89, mais à nouveau, on a un pluralisme de la presse
non seulement à Paris, mais dans les villes de province, avec plusieurs titres concurrents, ayant des informations et des discours sur l'information concurrents jusqu'à la fin de l'année 99. Donc on garde quand même une presse qui a une certaine liberté et qui continue à être vraiment demandée. Et puis à la fin de l'année 99, c'est le coup d'État de Bonaparte. On reste en République, mais c'est la République du consulat, et dans cette République, le premier consul concentre entre ses mains, en réalité, l'essentiel des pouvoirs. On est en fait quasiment dans un régime monarchique sous une apparence républicaine. Et dès le début de l'année 1800, eh bien, Bonaparte procède à Paris directement et dans les provinces à travers ses préfets à, disons, une très forte réduction de la presse. Donc à Paris, on va redescendre, alors pas encore au niveau de l'avant-révolution, mais on va redescendre très rapidement à un niveau de l'ordre d'une douzaine de titres qui seront à leur tour, disons, contraints, surveillés et parfois éliminés d'ici la fin de l'Empire. On finira l'Empire avec 4 titres de presse politique. Et dans la province, de toute façon, un titre par département, sous la tutelle du préfet, et si l'éditeur du titre n'est pas docile, le titre, il est remplacé par un autre. Voilà, donc on revient sur un système de monopole dans chaque département, et au niveau de Paris, sur un nombre restreint de titres, avec à nouveau une censure qui est une censure préventive, avec des censeurs attachés à chaque titre. Voilà. Au-delà de ça, au-delà de l'Empire, on retrouve, je dirais, relatif pluralisme de la presse, relatif, avec un éventail d'opinions qui se rouvre un petit peu, mais qui reste quand même très limité. C'est-à-dire que les pouvoirs politiques qui se mettent en place au XIXe siècle ont tiré une leçon de la Révolution. Ils ont compris à quel point la presse périodique, la presse d'information, est un média efficace pour mobiliser et pour générer des actions militantes, pour mobiliser sur le terrain. Et donc ils ont compris que l'essentiel de l'action de la censure doit porter non pas sur les livres dont les contenus peuvent être éventuellement subversifs, mais un livre de 500 pages, le temps qu'il fasse son effet dans la foule, on a le temps de voir venir la révolution potentielle. Tandis que la presse périodique, quotidienne, lue en même temps par des milliers d'individus sur tout le territoire, peut générer des mouvements. Donc, on va rétablir un système de contrôle, disons, très ferme de la presse périodique, mais très différent de ce qui existait sous l'Ancien Régime. Parce que la deuxième conséquence de la Révolution française, c'est quand même cette grande déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui abolit la censure. Aucun régime au XIXe siècle n'a jamais osé rétablir officiellement la censure. Officiellement, la censure n'existe plus. Il n'y a plus de censure. On peut imprimer et vendre, éditer, ce que l'on veut. Sauf qu'il y a un système, je dirais, de menaces, de poursuites et de pénalités potentielles tellement contraignant et tellement lourd que cela incite à l'autocensure. Et Bonaparte, alors il l'a expliqué, vraiment lui-même dans certains textes, alors je ne reprends pas ses propres mots que je ne connais pas par cœur, mais j'ai lu ses textes. Bonaparte a analysé comment ça fonctionnait, il a analysé le fait que il n'était pas vraiment nécessaire ni efficace de mettre la pression sur les auteurs, parce qu'un auteur qui se bat pour ses idées est prêt à aller en prison, voire à monter sur l'échafaud pour ses idées. Voilà. Là où il faut agir, ce sont sur les acteurs économiques de la presse imprimée. Les imprimeurs, les libraires. Pourquoi ? Parce que pour eux, la presse est avant tout un moyen de gagner leur vie. Ce qui les intéresse, c'est d'abord de faire vivre leur entreprise et leur famille. Ils ne sont pas prêts à ruiner leur entreprise ni à sacrifier leur vie pour des idées. Donc, l'idée, le mécanisme qui a fonctionné à partir de Napoléon et qui a fonctionné jusqu'en 1881, pratiquement, voilà, presque tous les régimes, sauf quelques exceptions, quelques mois en 1848, presque tous les régimes ont gardé ce mécanisme très efficace, est un mécanisme qui met une pression maximale sur les acteurs économiques de la presse périodique. Ça passe par, d'une part, la nécessité d'avoir une autorisation pour lancer un journal, par des menaces de poursuites judiciaires et d'amendes et de peines de prison. Ça passe aussi par un mécanisme qu'on appelle le mécanisme du cautionnement, qui est donc une somme qui est déposée et qui est bloquée tant que l'on publie un périodique.
d'abord ça veut dire que ça coûte très cher de lancer un périodique. C'est pas simplement le coût de fabrication du périodique, mais il y a en plus cette somme qu'on doit bloquer, réserver, tant que c'est publié. Et cette somme peut être prélevée et confisquée en cas de condamnation. Ce qui veut dire que ça double le coût de la condamnation. Quand on est condamné, on n'est pas condamné simplement à une amende, voire éventuellement à la suspension du titre, mais cette somme que l'on avait réunie et bloquée peut disparaître. Sans compter que les imprimeurs et les libraires peuvent se voir désormais interdits d'exercer, puisqu'on retrouve un système de libraires et d'imprimeurs agréés, ça s'appelle le système du brevet. On peut même fermer leur entreprise, leur interdire d'exercer. Ça veut dire qu'en cas, disons, de désobéissance, en cas de discours mal vu par le pouvoir, on peut risquer des peines personnelles, on peut risquer des amendes, on peut risquer de perdre son entreprise. D'où l'efficacité de l'autocensure, ou plutôt de la censure, appliquée par les acteurs économiques de la presse sur les auteurs. On en connaît des exemples dans le domaine littéraire, notamment la prépublication de Madame Bovary dans une revue. La revue a demandé et a obtenu de Flaubert, qui a accepté environ 70 coupures, en lui disant « On ne peut pas publier ça. Nous, le problème n'est pas pour nous. Mais ça, si on publie ça, la revue risque de disparaître. » Voilà. Et puis, on l'a connu aussi dans le domaine politique, notamment à la fin des années 1860, au moment où Jules Vallès commençait sa carrière de journaliste. Il avait lancé un petit périodique, disons, crypto-républicain, où il essayait de défendre ses idées. On était encore sous le Second Empire. Il a commencé, évidemment, à être poursuivi. Il y a eu une première poursuite, une première amende, etc. Au bout de quelques incidents de ce genre, il n'a tout simplement plus trouvé un seul imprimeur. Aucun imprimeur ne voulait prendre le risque de continuer à imprimer ce journal avec l'idée que, à la prochaine poursuite, c'est pas simplement le journal qui sera saisi, mais c'est toute l'entreprise qui peut être interdite. Le journal a cessé d'exister avant même d'être définitivement condamné, tout simplement parce qu'aucun imprimeur ne voulait plus l'imprimer. Donc ce système a fonctionné. Il commence à être assoupli avec la Troisième République, puisque la Troisième République rétablit la liberté d'exercice pour les imprimeurs et les libraires. Il n'y a plus de brevet. Ça veut dire qu'il y a toujours des risques de prison, des risques d'amende, mais au moins ils ne risquent plus de perdre leur entreprise. Ce qui permet, dans la première décennie républicaine, quand même, de donner un petit peu d'espace, un peu plus à la presse. Et puis surtout, c'est évidemment la grande loi fondamentale de 1881, qui aujourd'hui encore est à la base de notre législation sur la liberté d'expression. Aujourd'hui, elle a été d'ailleurs complétée. En 1986, on lui a ajouté des articles pour la communication et l'information audiovisuelle, qui s'était développée. C'est donc une loi qui, cette fois-ci, par rapport à 89, l'avantage, c'est qu'elle ne pose pas simplement le principe de la liberté d'expression, c'est qu'elle fixe un certain nombre de garanties. Pas de régime d'autorisation, pas de régime de cautionnement. Alors, toujours quelques interdits quand même, notamment la diffamation, voilà, ou l'incitation au crime suivie de mise en œuvre. Voilà. Mais en même temps, d'abord, ces quelques interdits sont clairs, précis, inscrits dans la loi, on peut les connaître. Et deuxième chose, la loi prévoit aussi des moyens de se défendre. C'est-à-dire qu'on poursuit en justice, et en justice, le titre de presse qui est mis en cause en justice, eh bien, a un certain nombre de possibilités de se défendre. C'est une vraie défense. Voilà. Donc, cette loi de 1881 permet la renaissance d'une presse pluraliste, de toutes les opinions, réellement. Elle permet donc un vrai développement d'une presse d'information, d'opinion. Elle permet aussi une liberté de ton. C'est-à-dire que une différence avec l'Ancien Régime, et même avec la période de l'Empire, à partir de la Restauration, comme on avait gardé le souvenir du rôle qu'avait joué la presse pendant la Révolution, et le souvenir de cet idéal, tout le monde n'a pas accepté ce retour à la contrainte. Ce qui caractérise la presse française du XIXe siècle, et ce qui, je dirais, en même temps lui a permis d'exprimer certaines choses, mais a limité sa portée sociale, sa diffusion sociale, c'est que les journalistes ont appris, disons, à dire les choses sans les dire. Voilà.
Parce que quand on les disait directement, eh bien, on risquait d'être poursuivi, le titre saisi, le titre suspendu, etc. Donc, il fallait trouver le moyen de dire les choses, de faire passer un message de manière indirecte pour, disons, s'adresser au public, faire comprendre certaines choses, mais de manière à ce que ça ne puisse pas être directement et efficacement prouvé en justice. Donc, de façon à pouvoir contourner la justice. Il y a donc une caractéristique du discours journalistique français au XIXe siècle qui reste très largement une presse d'opinion. Ça reste une presse d'opinion au XIXe siècle, mais une presse d'opinion qui ne dit pas les choses, franchement, qui utilise par exemple des références historiques. Voilà. Un exemple, pendant le Second Empire, les choix politiques de Napoléon III par rapport à la crise italienne. Voilà. Qui sont parfois contestés. Et à ce moment-là, vous voyez apparaître dans des revues qui sont des revues d'histoire, des revues culturelles, des articles sur l'histoire ancienne, et notamment par exemple sur l'empereur Néron et ce qu'il a fait subir à la ville de Rome en incendiant la ville de Rome. Tout ça, c'est de l'histoire. C'est un empereur loin dans le passé qui a fait brûler la ville de Rome. Ça n'a évidemment aucun rapport avec le fait qu'un empereur français, à la même époque, a une politique romaine qui peut être considérée comme agressive, etc., etc. Voilà, vous voyez le genre de choses. Donc on utilise des détours littéraires, des figures de style, on utilise des allusions historiques. Ça permet de faire passer un discours politique réel, mais disons pour des élites, voilà, qui ont cette culture. On le constate, et on en a là aussi des témoignages au XIXe siècle, même quand les journaux, certains journaux commencent à... il y en a des éditeurs qui baissent les prix, cassent les prix pour essayer, à partir des années 1836, pour essayer d'élargir la diffusion de la presse, notamment des presses, je dirais, alors pas encore républicaines, mais disons libérales, qui essayent d'élargir l'audience de la presse, c'est aussi pour gagner plus d'argent. Et on a des témoignages d'hommes relativement populaires qui disent oui, bien sûr, financièrement, c'est accessible, mais ce que vous écrivez pour nous, c'est de l'hébreu, on ne le comprend pas. Donc, quelqu'un qui n'a pas eu une certaine éducation, qui n'a pas un ensemble de références culturelles, a beaucoup de mal à lire. C'est une écriture qui, pour nous d'ailleurs, quand on lit les journaux du XIXe siècle, est souvent assez pénible à lire parce qu'on se dit mais à quel moment vont-ils en venir au sujet, vont-ils dire clairement les choses? Et puis là on relit une fois, deux fois, on démêle les choses et on se dit ah oui, ça c'est une allusion à ça, ça répond à ça, ça... Voilà, c'est à décrypter. Donc disons que pour une élite sociopolitique qui a le droit de vote d'abord, c'est seulement l'élite qui a le droit de vote, on est revenu à un droit de vote censitaire. Ou disons, pour une élite qui espère obtenir bientôt le droit de vote, qui est en ascension. Cette presse est intéressante, parce qu'elle permet quand même d'accéder à une information, à des discours militants, à des commentaires de la politique. En revanche, pour la masse de la population, cette presse est à peu près inutilisable. D'abord, elle est beaucoup trop chère, jusqu'aux années 1860, de toute manière. Et puis, même au-delà, avant 1881, c'est très difficile à décrypter, voilà, parce qu'on n'a pas toutes les références. 1881, en permettant la liberté d'expression, eh bien, a tout simplement permis de dire les choses directement, franchement. Donc de mener des combats militants de quelque parti que ce soit, mais en disant les choses comme elles le sont. Là encore, on a les témoignages de Jules Vallès, qui en a profité pleinement, non seulement pour relancer un journal, mais qui dit « Enfin, on peut dire les choses simplement, clairement, directement. » Voilà. Et donc, cette loi a permis de libérer le discours journalistique de deux points de vue, à la fois idéologiquement et en leur permettant de s'exprimer directement, ce qui a permis à ce moment-là à la masse de la population, parallèlement à la baisse des prix de la presse qui avait déjà été amorcée réellement depuis les années 1860, mais à ce moment-là, effectivement, la masse de la population a pu se remettre à lire les journaux et s'y réintéresser parce que c'était vraiment une presse d'information utile. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Ça a épuisé toutes mes questions, tout simplement. Voilà. Ça fait combien de temps là qu'on fait Ça fait 25 minutes 40. Que ça tourne, donc ça doit faire... je sais pas, il est quelle heure 30, il est 40. 40, ok.
On peut parler des caricatures aussi, par exemple, des dessins de presse. Vas-y. On a le temps pour ça. Donc ça, c'est aussi intéressant. Alors ça revient un peu sur ce que vous avez déjà dit, le fait qu'on essaie de trouver des messages, des images, des métaphores. Donc le dessin de presse, il joue un rôle très important à ce moment-là. Est-ce que c'est vraiment là, justement, que commence peut-être plus vers le milieu du 19e? Alors oui et non, c'est-à-dire, non, même avant. Alors le dessin de presse n'avait quasiment aucune existence sous l'Ancien Régime, évidemment pas dans la presse périodique. Il y a eu, dans des moments de crise et de faiblesse du pouvoir monarchique, quelques pamphlets sous forme d'images, mais essentiellement les caricatures étaient des caricatures qui étaient publiées à l'étranger, notamment aux Pays-Bas, et elles n'avaient pas le droit d'entrer sur le territoire français. C'était pas comme la Gazette d'Amsterdam, voilà. Donc la caricature vraiment commence à se déployer en France avec la Révolution française. Donc on a effectivement des publications de caricatures pendant la Révolution française. Évidemment, Bonaparte y met fin. Et il y met fin de manière, disons, très efficace, puisque là, à la différence du texte écrit, la censure est préventive sur les dessins. Parce qu'il y a cette idée que la presse périodique peut mobiliser rapidement, en quelques jours, mais un dessin peut avoir un impact immédiat, et immédiat y compris sur des illettrés. C'est donc encore plus dangereux que de la presse écrite. Donc les dessins sont soumis à une censure préventive. Tous les dessins de presse, les dessins imprimés, les images imprimées sont soumises à une censure préventive. Ce qui veut dire que dans le domaine de l'image, eh bien, dès le début du 19e siècle, les dessinateurs, là aussi, vont apprendre à louvoyer. Donc à fonctionner dans des dessins par des systèmes d'allusion. Par exemple, pour critiquer la politique religieuse que l'on estime, par exemple, à un moment, disons, le retour en force, disons, de l'influence de l'Église, qui est critiquée par certains milieux libéraux, voilà, eh bien, on va produire des images reproduisant des ecclésiastiques qui ont l'air, je dirais, ordinaires, voilà, mais ils ont un curieux chapeau qui, en fait, est la forme d'un éteignoir. C'est comme ça qu'on éteignait les chandelles, avec l'éteignoir pour ne pas se brûler les doigts. Et donc c'est une façon de dire que l'Église éteint la lumière, c'est le retour de l'obscurantisme. C'est donc, voilà. Donc les caricatures, comme les textes, vont jouer sur tout un système d'allusion complexe, à plusieurs niveaux, que les censeurs qui les voient avant s'efforcent de décrypter, en s'inquiétant toujours de ce à quoi peut faire allusion tel ou tel élément. On n'arrive jamais à toutes les arrêter. Disons que ça va quand même fortement limiter la caricature directement politique. D'autant plus que, il me semble que c'est à partir des années 1830, je crois que c'est 1835, à partir de cette date-là, on n'a plus le droit de représenter une personne, un individu nominalement déterminé, sans avoir son autorisation écrite. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire le portrait de quelqu'un, que ce soit du roi ou d'un auteur célèbre ou d'un artiste, sans que cette personne vous ait donné l'autorisation écrite que vous devez pouvoir à tout moment présenter aux autorités. Évidemment, je dirais le milieu politique refuse absolument de donner l'autorisation, ce qui fait que la caricature va se limiter très largement à, disons, une caricature de la société et des milieux culturels. Mais même comme ça, par des systèmes d'allusion, on réussit à faire passer des messages. Là encore, la loi de 1881 est décisive. La loi de 1881 est bien la liberté d'imprimer. Donc d'imprimer des textes et d'imprimer des images. La loi de 1881, c'est la liberté de la plume qui écrit et du crayon qui dessine. Et les dessinateurs de presse redécouvrent réellement la liberté en 1881 grâce à cette loi. Donc à ce moment-là, la caricature de presse va prendre un autre rôle. Mais comme les textes, comme le texte imprimé, la presse imprimée, le dessin de presse, disons, était très contrôlé et devait donc fonctionner par des systèmes d'allusion dès qu'il touchait au domaine politique ou à des domaines sensibles comme l'Église. Voilà. Donc on était plutôt sur de la caricature de mœurs, de détails de la société, mais il y avait quand même des éléments qui réussissaient à passer. Je crois que le droit au blasphème, il est aussi
porté par cette loi enfin, il intervient au même moment que la loi de 1881. Oui, c'est-à-dire que le principe est que les opinions ne peuvent pas être poursuivies comme telles. Et le blasphème est alors requalifié en termes d'opinion. Là où on peut poursuivre, c'est quand ces opinions ont des conséquences. Donc c'est d'une part évidemment tout ce qui relève de la diffamation, c'est-à-dire des accusations mensongères qui nuisent à la réputation de quelqu'un et qui peuvent nuire à sa vie privée, à sa vie professionnelle, à sa carrière, etc. Voilà, c'est la diffamation. Le mensonge nuisible, ça est évidemment, et des discours militants dans un sens ou dans un autre, mais qui auraient des conséquences. Donc c'est à la fois l'appel au crime, mais aussi même certains discours. Disons qu'il y a des discours relativement extrêmes qu'on a laissés quand on a commencé à avoir les premiers attentats anarchistes à la fin du 19e siècle. Il y a des discours à ce moment-là qui ont été rattrapés par la justice. Parce que tant qu'on dénonçait certains aspects de la société en disant, je ne sais plus quelle est la formule, il faudrait pendre le dernier banquier avec les tripes du dernier curé ou quelque chose comme ça, disons que, c'est une opinion, avec laquelle on n'est pas forcément d'accord, mais c'est une opinion. À partir du moment où il commence à y avoir des attentats anarchistes, ça veut dire qu'on se dit qu'il y a des conséquences. Et à ce moment-là, le discours d'opinion qui entraîne des conséquences, là, peut être poursuivi en justice et il peut y avoir des pénalités assez lourdes. Et donc, on considère que le blasphème en lui-même, à partir du moment où il n'y a pas de conséquences, relève désormais d'une opinion. Voilà. Une petite remarque, une question qui vous vient ? Une question assez courte sur quel est le taux de la population qui est en mesure, qui est lettrée et qui a accès non seulement à la lecture mais à la compréhension des titres édités, notamment des périodiques, que ce soit en 89 ou au cours du 19e siècle. J'imagine qu'il y a des... Oui, alors il y a des évolutions qui sont importantes. Alors en 89, il y a d'une part le fait que l'alphabétisation est encore minoritaire. Il faut compter en 89 qu'un bon tiers de la population globale, c'est-à-dire, disons, une bonne moitié dans les villes, 80% à Paris, mais une bonne moitié dans les villes, et plutôt de l'ordre de 20% dans les campagnes, est capable de lire. Mais pendant la Révolution française, les journaux s'exprimaient de manière très directe, avec parfois même des expressions très populaires. On essayait vraiment de parler aux lecteurs, et ces journaux étaient donc lus ensemble, partagés, lus par les uns, écoutés par les autres, débattus. Donc, alors même qu'une minorité de la population réellement était capable de les lire individuellement, on peut estimer qu'une majorité de la population a quand même été touchée par la presse périodique pendant la Révolution française. Au XIXe siècle, au contraire, en tout cas dans un premier temps, jusqu'aux années 1880, on a une progression de l'alphabétisation qui est réelle, qui se fait peu à peu, et on peut estimer que, disons, la très grande majorité des hommes sont alphabétisés, les 3/4 des hommes sont alphabétisés dans les années 1860, on arrive de l'ordre de 95% des nouvelles générations, bien sûr, à la toute fin du 19e siècle, et les femmes, à ce moment-là, ont rattrapé les hommes, on est du même ordre de 95% capables de lire à la toute fin du 19e siècle, dans les jeunes générations qui sont passées par l'école républicaine. Mais pendant une bonne partie du 19e siècle, le problème n'était pas de savoir lire, c'était de pouvoir accéder à un journal, déjà. Donc les journaux étaient très chers, ils n'étaient pas de la même manière mis à disposition aussi facilement dans les cafés partagés. Alors si, les cafetiers continuaient à proposer un journal, on pouvait le lire individuellement, mais il y avait des mouchards dans les cafés, il n'était pas question de lire le journal à plusieurs et d'en discuter à haute voix. Parce que là, la police, non seulement à Paris, mais dans les provinces, on le voit dans les rapports des préfets, la police surveillait ce qui se disait dans les cafés. Donc il n'y avait pas le même partage des exemplaires et des contenus. Et puis il y avait aussi cette expression particulière de la presse française, ce discours oblique, très contourné, qui faisait que pour des gens du peuple qui avaient appris à lire, qui pouvaient lire, ou même qui assistaient à une lecture, qui pouvaient entendre une lecture occasionnelle, déjà que s'ils avaient lu le journal toutes les semaines, ils auraient eu du mal à comprendre, mais n'entendre qu'un article, qu'un texte, ponctuellement, à un moment, ils n'arrivaient pas à comprendre. Donc l'impact de cette presse périodique, disons de 1800
de cette presse périodique d'information politique, hein, de 1800 jusqu'aux années 1870, est vraiment limitée d'abord à une population citadine, essentiellement, hein, parce que dans les campagnes, la presse périodique est vraiment très mal distribuée, et à une presse périodique, une population des élites lettrées ou de la moyenne et petite bourgeoisie. Les classes populaires, c'est vraiment difficile pour elles à la fois de se procurer les exemplaires régulièrement et de comprendre le contenu. Là encore, la fin du XIXe siècle entraîne une transformation radicale, puisque à ce moment-là, la population est massivement alphabétisée, on a une presse très diversifiée, avec des contenus qui sont des contenus beaucoup plus francs, beaucoup plus directs, et la liberté, ça veut dire à nouveau qu'on peut effectivement à nouveau lire ensemble, discuter ensemble, se prêter les exemplaires, se les passer, être à plusieurs au café pour en discuter. Donc là encore, cette caisse de résonance de la presse peut à nouveau fonctionner à la fin du XIXe siècle. Donc là, on a un bond en avant, hein, vraiment, d'autant plus que étaient nés dans les années 1860 des petits quotidiens, qu'on a appelés des petits journaux, alors très concrètement parce que leur format était plus petit, hein, voilà, mais qui étaient aussi des quotidiens populaires qui au départ n'étaient pas politiques. Hein. Au départ, ils étaient essentiellement basés sur du fait divers. Et ça leur avait permis de négocier avec le pouvoir, des allègements de taxes, des assouplissements, etc. Ce qui leur avait permis de proposer un prix défiant toute concurrence. Ils étaient vendus non pas par abonnement comme le reste de la presse, mais ils étaient vendus au numéro à 1 sou le numéro, c'est-à-dire 5 centimes, la plus petite pièce de monnaie qui existait à cette époque. Le journal populaire était le produit le moins cher que l'on pouvait acheter. Ça a développé, la lecture de la presse dans les catégories populaires, effectivement, avec un effort de distribution, non seulement dans les villes, mais dans les campagnes, avec notamment en s'appuyant sur les petites gares de campagne qui étaient en train de s'ouvrir, tout le réseau secondaire ferroviaire qui était en train de s'ouvrir, et des colporteurs qui venaient vendre ces journaux dans les petites gares rurales. Et donc, on avait pris l'habitude de lire ces journaux qui n'étaient pas politiques, qui étaient de faits divers, d'abord. Et puis 1881, liberté d'expression, et à ce moment-là, les quotidiens populaires deviennent politiques. Or, ils ont déjà des centaines de milliers de lecteurs. Donc, à travers ces quotidiens populaires, vous avez la masse de la population qui accède à un discours journalistique politique. Ils gardent le même journal que celui auquel ils étaient abonnés, mais le contenu du journal se transforme, et à ce moment-là, les quotidiens populaires vont prendre position dans l'échiquier politique à des emplacements variés, jamais aux extrêmes de toute manière, mais à des emplacements variés, et ils vont faire rentrer à ce moment-là la masse de la population dans la lecture de la presse politique. Merci beaucoup, c'est passionnant. On va quand même passer à l'axe suivant, on n'a pas le choix en termes de timing. On peut faire une pause. Oui, 2 minutes, que je boive un peu. Bien sûr. Des moins 10, moins 5. Ah, ça va. Donc ça va. Hein, c'est effectivement très très intéressant. Puis Maintenant, de toute façon, là on va avancer sur le XXe siècle. Sachez quand même que sur le XXe siècle, mes connaissances sont quand même moins touffées. Alors, j'ai pas à proprement parler de questions sur le XXe siècle. C'est plutôt vraiment d'actualité maintenant. À moins que vous ayez une question. Oui, ou de XXe ou XXIe siècle. Je dirais quand on est sur des choses plus plus proches. Situation, voilà, j'ai un certain de connaissances et d'avis sur le sujet, mais je n'ai plus, cette connaissance scientifique. Je n'ai pas étudié. L'idée, c'est pas de vous mettre en difficulté par rapport à ça. Donc, il faut savoir que là, on va être plus dans l'ordre de l'opinion, quelques éclairages, mais ça veut dire aussi que mes réponses seront plus brèves. Très bien. On verra bien. Donc, pour évoquer l'évolution contemporaine de l'information, je voulais commencer avec, en restant dans l'édition, à proprement parler, donc un domaine qui vous est certainement plus cher que la presse papier. Donc l'organisation professionnelle, le syndicat national de l'édition, a, dans un communiqué de presse récent, daté de janvier de cette année, a appelé à prévenir tout risque d'abus de position dominante dans la perspective d'une absorption du groupe Lagardère par son concurrent Vivendi, et donc Vivendi qui possède actuellement Editis, le deuxième éditeur,
groupes d'éditeurs en France. Et donc, par une OPA, le groupe Vivendi souhaiterait acquérir Hachette, donc le premier éditeur, ce qui permettrait à donc Vincent Bolloré, qui est propriétaire du groupe, de détenir 60 éditions. Donc le syndicat national de l'édition appelle à la vigilance par rapport à cette situation. La puissance de ces deux géants du livre combinés serait difficile à contrer, non seulement dans l'édition d'ouvrages, mais aussi dans leur diffusion et leur distribution. Donc le syndicat se dit attaché à la diversité éditoriale et commerciale du secteur. Donc vous, en tant que spécialiste de l'histoire de l'information, quel est votre sentiment par rapport à cette situation? Est-ce que vous pensez que les craintes du syndicat national de l'édition sont justifiées par rapport au recul historique que vous avez? Alors, je ne suis pas éditrice, mais je pense qu'il y a effectivement de quoi s'inquiéter. Alors, la question de la concentration dans le milieu éditorial n'est pas une nouveauté. Disons qu'il y a un mouvement de concentration qui s'est amorcé après la Deuxième Guerre mondiale, mené d'abord par deux grands éditeurs, Hachette et les Presses de la Cité. Disons que ça a déjà suscité à l'époque pas mal d'inquiétudes. Hachette, dans les années 60-70, était quand même surnommé la pieuvre, pour sa capacité à absorber d'autres maisons d'édition. Donc il y avait ce mouvement de concentration mené par ces deux puissants éditeurs, qui sont devenus des groupes éditoriaux, et qui dans les années 80 ont été à leur tour absorbés par des conglomérats industriels. Voilà. Donc Matra, Lagardère, avec les évolutions ensuite. Donc Hachette est resté Hachette, les Presses de la Cité sont devenues Groupes de la Cité, puis Editis, mais désormais intégrés à des grands groupes, ce qui à la fois leur a donné, disons, une assise financière plus importante, qui leur a permis de continuer à se développer, mais en même temps a fait peser sur ces groupes éditoriaux de nouvelles logiques, tant que c'était des groupes éditoriaux. Leur logique, disons, restait fondamentalement éditoriale, avec un rapport au texte et à la culture. Désormais, ils sont intégrés dans des groupes industriels et des groupes d'activités variés, en concurrence, si l'on peut dire, au sein de ce groupe, en concurrence en termes de résultats. On leur demande d'avoir le même niveau de résultats pour les actionnaires que des activités variées, qui peuvent être des activités d'industrie, de construction, qui peuvent être des activités de production industrielle, de vente d'armes ou de toute autre sorte d'autres choses. Voilà. Ce qui veut dire que c'est une logique qui n'est plus une logique propre à l'industrie du livre, mais une logique propre tout simplement à la rentabilité industrielle d'un produit. Alors, cette concentration, elle avait déjà inquiété les milieux éditoriaux et elle a été freinée notamment grâce à la loi Langue sur le prix unique du livre en France, qui, en maintenant en France, grâce à ce prix unique, un réseau, je ne sais pas s'il est unique au monde, mais il est quand même très important, de librairies indépendantes sur le territoire. Nous avons actuellement en France davantage de librairies que sur l'ensemble des États-Unis, de librairies matérielles, de commerce de librairies indépendantes. Ça veut dire que pour les Français, la librairie est restée un commerce ordinaire que l'on trouve en ville, que l'on croise, que l'on voit dans la rue, il y a la vitrine, voilà. Ça a maintenu des habitudes et ça a permis, à travers ce réseau de librairies, de maintenir la mise en place et donc la visibilité d'un choix éditorial varié, ce qui a permis à des petits éditeurs de continuer à être visibles, à être diffusés et donc à exister, à rester rentables. Parce que le problème pour un éditeur, c'est pas d'éditer, c'est ensuite de vendre. Si l'ouvrage ne se vend pas, l'éditeur évidemment est rapidement mis en difficulté financière, ne peut pas continuer. Et pour avoir cette visibilité, il faut avoir de bonnes vitrines et la diversité des librairies un peu partout, avec ce prix unique qui leur permet de ne pas être écrasés par les remises faites par soit la grande distribution, soit la grande distribution culturelle spécialisée, leur permet d'offrir un large choix de titres, d'avoir toujours cette fonction de mise en valeur, de certaines nouveautés, le choix du libraire, etc. Et cela a contribué en France par rapport à, disons, d'autres
espaces nationaux, je parle ici de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, des États-Unis ou du Canada, a freiné relativement ce processus de concentration. Ce qui fait qu'au début du XXIe siècle, on se retrouve donc avec effectivement 2 énormes éditeurs français, qui à eux deux font plus de 50% du chiffre d'affaires de l'édition française, mais quand même autour de ça, non seulement des petits éditeurs, je dirais que les petits éditeurs militants et marginaux, on en trouve un petit peu partout, mais à côté de ces 2 énormes et des petits éditeurs, on a encore quelques maisons d'édition, je dirais, moyennes, solides et indépendantes. On a Gallimard qui est devenu Madrigal. On a, je crois qu'Actes Sud doit être encore indépendant, Odile Jacob, voilà. On a un certain nombre de maisons d'édition qui ont encore non seulement un éclat intellectuel, mais une solidité économique et financière. Voilà. Ce qui fait que le paysage éditorial français est plus complet et plus diversifié que dans nombre d'autres régions, disons, occidentales. Voilà. Ici, le rapprochement et la fusion, l'association de ces 2 énormes groupes, ferait que, voilà, on aurait un géant. Et un géant qui, à ce moment-là, effectivement, peserait de 2 manières, ou 3 manières, sur le monde du livre. Il y a effectivement d'abord leur poids éditorial, le fait qu'ils réuniraient en eux-mêmes. On ne s'en rend pas toujours compte, nous, aujourd'hui, parce qu'on achète des livres et puis on reconnaît le nom de l'éditeur. On voit écrit Flammarion, on voit écrit Nathan, on voit écrit Armand Collin, sauf qu'une bonne partie de ces noms ne sont en fait plus que des sous-marques d'Hachette ou d'Editis. Voilà. Donc, en réalité, on aurait un éditeur tellement écrasant qu'il attirerait à lui, par sa capacité de production et sa capacité de mise en place, un certain nombre d'auteurs. En les réunissant, on aurait déjà notamment un géant dans le domaine du scolaire et du parascolaire, ça c'est évident, qui écraserait le reste, sans doute aussi dans le domaine de la bande dessinée et puis 1 ou 2 autres domaines. Voilà. Donc, il y aurait ce poids éditorial, ces moyens qu'il serait en mesure de mettre. Et puis, en tant qu'éditeur, il diffuse par les libraires. Un libraire, disons, normalement, s'adresse à un certain nombre d'éditeurs et fait un choix dans les catalogues des éditeurs pour achalander sa boutique. Maintenant, quand vous avez un énorme partenaire en face de vous, qui, en fait, cumule entre ses mains un nombre considérable de marques éditoriales, finalement, dans les 3 quarts des cas, vous vous retrouvez à avoir affaire au même individu. Et dans un rapport de force, qui à ce moment-là fait que l'énorme éditeur, non seulement vous allez avoir affaire à lui systématiquement, mais il va être capable de vous dicter des conditions. Et il va être capable de vous dire, alors vous prenez ça, d'accord, vous voulez prendre ça, mais vous allez aussi prendre tel titre et tel titre que vous allez mettre en valeur dans votre vitrine. Parce que sinon, moi, je n'accepterai pas de vous livrer tel ou tel autre titre. Et à ce moment-là, le libraire, il n'a pas le choix. Parce que effectivement, toutes ces sous-marques, c'est bien le même interlocuteur. Et si le libraire veut pouvoir mettre en vitrine et vendre tel ou tel ouvrage qui lui paraît intéressant ou qui va bien se vendre, il est obligé de prendre les autres, y compris des titres que lui-même, éventuellement, ne mettrait pas en valeur. Dernier élément, ces éditeurs, ces énormes éditeurs, et notamment Hachette, alors Editis je connais moins, mais notamment Hachette, ne sont pas simplement des éditeurs, ce sont aussi des distributeurs. Ça a été un des points forts d'Hachette, que Hachette a développé depuis la toute fin du 19e siècle, depuis 1897. En 1897, l'éditeur Hachette a acheté un service de messagerie. Très concrètement, quand un éditeur veut mettre en place les exemplaires, il y a 2 démarches à faire. La première démarche, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Ça veut dire prendre contact avec des libraires pour que les libraires passent des commandes. Donc ça, c'est la diffusion. Et ensuite, l'étape suivante, c'est acheminer les exemplaires dans les boutiques des libraires. Ça, c'est le service de distribution. Hachette a développé un outil logistique considérable et il a, disons, à la fois rendu service et profité de la Première Guerre mondiale, à une époque où, pendant la Première Guerre mondiale, les transports publics étaient désorganisés, etc., etc. Et Hachette a pu, à ce moment-là, mettre ses messageries au service d'abord de la presse,
des journaux parisiens, au service d'un certain nombre d'éditeurs, et Hachette assure la distribution pour un nombre considérable d'éditeurs et de libraires. Ça a d'ailleurs été un des moyens par lesquels il est entré ensuite au capital d'un certain nombre de maisons d'édition. Il a mis la pression sur les éditeurs, il a aussi imposé des tarifs de plus en plus importants aux éditeurs, de plus en plus élevés aux éditeurs. Alors, il y a eu une réaction quand même à la fin du XXe siècle, notamment menée par Gallimard. On a vu se reconstruire des systèmes, des outils de distribution, des entreprises de distribution, notamment associant plusieurs éditeurs mineurs pour être dotés de leur propre outils de distribution, pour ne pas dépendre d'Hachette qui les distribuait. Mais effectivement, si on associe Hachette et Editis, on va avoir aussi un géant de la distribution. Donc un outil qui serait éventuellement capable, alors bien sûr, là on est dans l'hypothèse, ça ne va peut-être pas se passer comme ça, mais ça fait partie des possibilités. Un outil qui serait énorme, qui aurait encore quelques concurrents, en tant qu'outil énorme, il a les moyens, disons, de faire des offres intéressantes, parce qu'il a une grosse assise financière, beaucoup de capitaux derrière lui. Donc il peut dire aux libraires et aux petits éditeurs, il peut dire « je vais assurer la messagerie et la distribution à un tarif très avantageux. Venez vous faire distribuer par moi. Je vais vous assurer ça à des tarifs très avantageux. » Les autres services de distribution plus modestes auront du mal à tenir la concurrence. Ils pourraient être grignotés les uns après les autres, jusqu'au moment où cet énorme service de distribution serait en position de monopole, et à ce moment-là, il fixerait les tarifs qu'il voudrait. Et à partir du moment où on contrôle la distribution, on contrôle concrètement ce qui est mis en place dans les librairies. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Hachette avait développé son service de messagerie à l'origine. C'était pour contrer un de ses concurrents qui avait réussi à obtenir le marché d'un certain nombre de gares. Jusque-là, Hachette avait le monopole des boutiques de librairie et de presse en gare. Un de ses concurrents avait réussi à récupérer quelques gares en négociant avec une voie ferrée, enfin avec les compagnies ferroviaires. Et Hachette, en créant son service de messagerie, s'est débrouillé pour qu'un certain nombre de livres, d'imprimés et de journaux arrivent en retard dans les boutiques des gares de son concurrent. Voilà. Mais tout ça, c'est du passé. Je ne dis pas que ça va se passer comme ça. Mais on comprend les craintes que cela peut susciter. Voilà, un acteur économique énorme qui pourrait peser à la fois sur les petits et moyens éditeurs et sur les libraires. C'est pas certain que ça se passe comme ça, mais ça fait partie des risques. Un petit point sur le temps. C'était pas une réponse courte pour le coup. Oui, non. Votre question... Il est entre 5 et 10. Je suis désolée, mais votre question, voilà. Elle est tellement large, c'est sûr. Et puis elle vous je pense que vous êtes très vigilante parce que c'est aussi votre domaine. Oui, de toute façon. On attend de voir comment ça va se passer. Maintenant, disons qu'on espère quand même, ça fait partie des espoirs du syndicat national des éditeurs, que du côté notamment de la communauté européenne et de la Commission européenne, et puis en France, disons, de Commission surveillance de la concurrence, on puisse, disons, empêcher que cette fusion aille complètement jusqu'au bout. Du coup, juste pour le timing, on se dit jusqu'à 20. Oui. Parce que sinon après il y aura... Voilà, il vaut mieux être sûr jusqu'à 20. Donc il nous reste une grosse dizaine de minutes. Ouais. Voilà, ok, juste, ça marche, pas de souci. Alors je change une autre question, puis après je vous laisserai éventuellement poser une dernière question. Donc aujourd'hui, on constate une ascension politique. Alors là, je vais plus vous interroger par rapport à votre position de professeur, d'enseignante d'histoire. D'accord. Okay. Donc aujourd'hui, on constate une ascension politique d'une personnalité issue des médias, Éric Zemmour, qui fait beaucoup reposer son discours sur une relation intime avec l'histoire. Oui. En tout cas, qui se montre comme personnalité publique connaissant le domaine de l'histoire et ayant un avis raisonné sur la question, voire scientifique. Pensez-vous, récemment un ouvrage a été publié à ce sujet
par un collectif d'historiens, qui est intitulé Zemmour contre l'histoire. Donc c'est un collectif de 16 historiens et historiennes, dont est associé notamment Gérard Noiriel. Oui. Que pensez-vous des initiatives de vos confrères historiens qui ont récemment publié ce livre pour répondre point par point à ce qu'ils annoncent comme des erreurs historiques développées par Éric Zemmour? Alors, je pense qu'en même temps, l'initiative est bonne, mais que sa portée ne sera que limitée. Des hommes politiques qui utilisent l'histoire, ça n'est pas le premier, il y en a eu d'autres avant, qui utilisent et qui infléchissent l'histoire, qui brandissent telle ou telle grande figure de l'histoire. Voilà, Jaurès, De Gaulle, Jeanne d'Arc, et tout ensemble dans la lancée. Voilà, c'est quelque chose qui s'est déjà entendu et qui, à mon avis, s'entendra encore longtemps. Les historiens, disons, jouent leur rôle de scientifiques en essayant de remettre en face, disons, une vérité scientifique de l'histoire. L'histoire, c'est pas le passé. L'histoire, c'est, disons, une science du passé, un savoir scientifiquement construit sur le passé qui permet de reconstituer des faits, d'établir des faits, qui permet aussi de les comprendre, de comprendre pourquoi, de comprendre comment, de réfléchir dessus. L'histoire, ça ne se résume pas à brandir une figure ou un mot d'un grand homme ou une date. Donc l'histoire est une démarche scientifique et je dirais qu'il est normal que les historiens réagissent de cette manière et ils le font de manière nuancée, précise, intelligente, voilà. Maintenant, cette démarche scientifique n'est pas encore, elle le sera peut-être un jour, mais ne me semble pas encore immédiatement compréhensible, saisissable par la majorité de la population. C'est notamment, et ça fait partie des axes des historiens de ces dernières années et des formations qui se sont développées, c'est la question à la fois de ce que l'on appelle l'histoire publique et les enjeux publics de l'histoire. C'est-à-dire la prise de conscience réelle par les historiens qu'il y a l'histoire qu'ils défendent, qu'ils construisent depuis des siècles, comme science, avec cette volonté de construire une vérité scientifique dans le domaine des hommes, des actions des hommes, des sociétés humaines, etc. Voilà. Et puis le fait que l'histoire telle qu'elle atteint la population est une histoire médiatisée, une histoire racontée, une histoire illustrée, une histoire simplifiée, avec de manière récurrente, de la part des historiens, la volonté de rétablir un petit peu de science dans tout ça. C'est quelque chose qu'on repère au début du 19e siècle, dans les années 1830, avec des historiens qui disent « les travaux historiques ont avancé, et quand on ouvre n'importe quel manuel d'histoire, on trouve encore ces imbécilités racontées dedans. » C'est quelque chose qu'on le retrouve à la fin du 19e siècle, avec le même genre de discours. Et aujourd'hui encore, face à ces récupérations, ces utilisations, les historiens essayent de redévelopper un discours scientifique. Et je dirais que c'est normal, il faut qu'ils le fassent. Ils ne peuvent pas faire autrement, ils ne peuvent pas baisser la garde et dire oui, allez-y, continuez, racontez, utilisez, interprétez, manipulez l'histoire, on vous laisse faire. Non, c'est normal que les historiens qui travaillent pour la société, l'histoire n'est pas une science qu'on fait pour soi-même. L'histoire est une science que l'on fait sur la société et pour la société, pour permettre à la société de se comprendre elle-même, de se situer, de réfléchir sur son identité et ses actions par rapport au passé. Donc il est normal que les historiens essayent d'intervenir et essayent de faire comprendre leur démarche et de rétablir quelques bribes de vérité dans ces discours. Maintenant, la récurrence du phénomène montre bien que, évidemment, disons que cette démarche scientifique n'est pas accessible à tout le monde, de la même manière que la démarche scientifique médicale, la démarche scientifique physique, la démarche scientifique chimique n'est pas compréhensible à tout le monde. On a bien vu, dans la pandémie récente, le problème du décalage entre le discours scientifique sur la pandémie et le débat des scientifiques sur la pandémie et la population qui veut des réponses, qui veut des choses simples, qui veut savoir
Qu'est-ce qui provoque la contagion? Comment est-ce qu'on l'arrête? Comment est-ce qu'on la soigne? Et pendant ce temps-là, les médecins, les scientifiques qui étudient et qui disent pour l'instant on a telle hypothèse, on pense que, on a expérimenté, on n'est pas encore sûr. C'est normal, c'est la démarche scientifique, mais elle est forcément en décalage avec l'opinion publique. Donc je dirais que les historiens ici font ce qu'ils doivent, et ils le font bien. Je ne sais pas jusqu'à quel point cela pourra avoir un impact sur, à la fois d'une part, la réception d'un certain nombre de discours historico-politiques actuels, et sur le fait que, à l'avenir et durablement, des hommes et des femmes politiques continuent à utiliser l'histoire. Je pense que de ce point de vue-là, il n'y aura pas de changement décisif. Mais je trouve que c'est une bonne initiative et voilà, je suis contente qu'elle ait eu lieu. Juste pour leur donner un peu la parole d'une certaine façon, donc l'historien qui présentait cet ouvrage lors d'une émission radio déclarait « Aucune personnalité publique n'instrumentalisait l'histoire de façon aussi systématique, aussi déformée et aussi violente que ne l'a fait Éric Zemmour ces dernières années. » C'est aussi... Alors, moi je ne pourrais pas en juger, tout simplement parce que, voilà, M. Zemmour est un homme qui vient donc des milieux médiatiques, de certaines chaînes de télévision. Or, il se trouve que ce ne sont pas les médias que je suivais. Réellement, je ne l'ai découvert qu'il y a quelques mois. Jusqu'ici, je savais qu'il existait, j'entendais parler de lui, mais je ne l'avais jamais réellement entendu parler. Je crois que je ne l'ai vraiment entendu s'exprimer pour la première fois qu'en octobre dernier. Vous allez me dire que je manque de curiosité, mais disons qu'il me paraissait être un personnage relativement secondaire dans le paysage politique jusque-là, et je n'avais jamais pris la peine d'aller l'écouter sur les chaînes sur lesquelles il s'exprimait, ayant pas mal d'autres occupations, disons que ma vie professionnelle et familiale suffit largement à m'occuper. Donc, je ne l'ai découvert qu'assez récemment. Je ne l'écoute pas systématiquement, parce qu'il y a quand même aussi d'autres candidats politiques et d'autres discours à écouter, donc je ne passe pas, je dirais que je n'enquête pas sur ce qu'il dit. Alors, je me suis renseignée sur lui, je l'ai écouté dans un centre de débat, j'ai lu sa littérature, mais je n'ai pas une connaissance suffisante de ses discours pour pouvoir dire c'est celui qui l'a le plus utilisé et en la déformant au maximum. Disons que, de mon point de vue à moi, d'historienne qui n'est pas spécialiste du sujet, j'ai l'impression qu'il en fait effectivement un large usage, avec des déformations réelles. Maintenant, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres, aujourd'hui, ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 40 ans, qui en ont fait autant? Je n'oserais pas m'avancer sur ce terrain. Franchement, je ne peux pas le dire. Voilà. Il en fait, oui, un usage actif et regrettable, hein, voilà. Mais à mon avis, c'est pas le premier homme politique à le faire, hein, ni la première femme politique à le faire, si l'on peut dire. Et je n'oserais pas dire que c'est celui qui fait le pire sur le sujet. Non pas parce que je l'approuve, mais tout simplement parce que je ne sais pas. Hein. Ça, je pense que les historiens qui ont travaillé à ce collectif, justement, ils ont travaillé sur ces discours. Ça veut dire qu'ils ont pris la peine d'abord d'étudier les discours de M. Zemmour. Je pense à Gérard Nouriel notamment, voilà. Qui a fait une enquête croisée entre Éric Zemmour et puis aussi un éditorialiste du début du XXe siècle, oui. Édouard Drumont, et oui. Qui a lu énormément du coup sur l'un oui. Comme sur l'autre. Donc c'est vrai que oui, non mais voilà, je pense que ce sont Gérard Nouriel, je le connais, voilà, ce sont des gens sérieux qui ont fait un travail scientifique. Donc, a priori, je pense qu'ils ne disent pas cette formule à l'emporte-pièce simplement de manière militante. Je pense que c'est basé sur de véritables études. Mais moi-même, je ne peux pas répondre à votre question en vous disant « oui, je suis d'accord » ou « oui, je ne suis pas d'accord ». Je suis une scientifique, voilà. Et ça veut dire que je n'ai pas la profondeur de connaissance me permettant de vous dire c'est celui qui a fait l'usage maximal et l'usage le plus déformant de l'histoire. Voilà.
Je vous laisse la parole. C'est mort. J'ai- Il reste 2 minutes. J'ai juste une question qui appelle peut-être une réponse normalement, enfin, je sais qu'elle est un peu plus longue, mais qui peut appeler une réponse plus courte. C'est que finalement, avec un double phénomène qu'on peut constater, que certains observent, qui est une concentration médiatique des titres de presse et des titres de médias en général, et une forme d'autocensure à la fois économique et politique par rapport aux accointances des propriétaires ou des annonceurs des titres médiatiques. Est-ce qu'on n'est pas finalement aujourd'hui dans une période de reflux par rapport à la liberté d'expression parce qu'on sait que ce n'est pas forcément acquis pour... Oui, alors de reflux relatif, disons que le poids de grands intérêts économiques dans la presse périodique est quelque chose dont on a pris conscience une première fois à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est un des enjeux qui a provoqué ce petit encart que l'on trouve aujourd'hui dans tous les périodiques français depuis 1945, ce qu'on appelle l'ours, ce petit encart qui indique non seulement le nom du directeur du périodique, du rédacteur en chef, etc., mais le nom des grands propriétaires qui sont derrière. Parce qu'en 1932, on avait eu une énorme surprise, un des quotidiens de référence qui était Le Temps, était considéré comme un grand quotidien indépendant, et le jour où dans les jours qui ont suivi le décès de son directeur, au moment du règlement de la succession, on a trouvé dans les papiers et on s'est aperçu que le titre avait été vendu et qu'il était possédé par un conglomérat de grands industriels, notamment de la sidérurgie française. Ce qui remettait en question la manière dont avaient été traitées un certain nombre de questions économiques et sociales dans les années précédentes. Voilà. Donc on s'est rendu compte que ces intérêts pouvaient être très forts derrière, et on a donc choisi la transparence. Donc ici, ce poids a déjà été compris. La question de la concentration, il y a déjà eu aussi des phénomènes de concentration. J'aimerais vous rappeler qu'il y a eu, certes, une ouverture de la presse, hein. Il y a eu aussi les médias audiovisuels. La liberté, la diversité, la pluralité dont nous sommes actuellement les héritiers, elle est relativement récente. Alors non pas du point de vue de la presse imprimée, pour la presse imprimée c'est depuis la fin du 19e siècle, mais dans le monde de l'audiovisuel, ça date de la fin de l'ORTF. Il ne faut quand même pas oublier qu'après la Deuxième Guerre mondiale, toute l'information audiovisuelle, radio et télévision en France, était quand même sous la tutelle d'un organisme d'État, l'ORTF, et qu'il a fallu le combat des radios libres dans les années 70 pour qu'enfin il y ait ouverture du marché de l'information. Donc il y a des avancées, des reculs, donc il y avait une avancée sur la presse imprimée, avec l'audiovisuel, disons qu'on a laissé sa marge à la presse, mais l'audiovisuel lui a été très contrôlé. Il y a eu une deuxième avancée, disons qu'on a atteint sans doute un premier maxima de diversité à la fin du XXe siècle, et puis il y a des phénomènes effectivement de concentration, de prise de contrôle économique, avec des enjeux politiques, parce que c'est une des questions qui se posent actuellement là aussi dans la fusion des groupes, l'OPA de Vivendi sur Lagardère, c'est qu'il y a aussi des médias audiovisuels, et qu'il y a des questions qui sont à la fois des questions de poids dans l'édition, mais aussi de positionnement politique. M. Bolloré a à la fois explicitement dit que son but était purement économique, qu'il n'y avait aucune volonté derrière de militantisme, mais il y a eu d'autres discours qui ont été tenus en parallèle, ce qui fait qu'en fait on ne sait pas. Donc oui, il y a sans doute actuellement, on peut parler d'un reflux, certes, d'autant plus que la presse périodique imprimée aujourd'hui en France est beaucoup moins lue, beaucoup moins influente, et que les médias audio, visuels et numériques sont devenus les médias dominants. Et donc ici, il y a un risque, effectivement, mais voilà, il ne faut pas imaginer que c'est la disparition de tout pluralisme. Voilà, il y a un reflux, et puis il faudra sans doute mener à nouveau des combats pour réavancer vers le pluralisme, regagner. Je dirais que c'est étape par étape que l'on réalise les dangers. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on a mené le combat contre la censure politique. Et une fois qu'on a eu mené ce combat à bien, en 1881, on s'est dit, tout va bien, la presse est libre,
tout va bien. Et puis c'est 30-40 ans après qu'on s'est aperçu que derrière, même si la censure politique n'existait plus, bien, il y avait des intérêts financiers, des intérêts économiques, et qu'à ce moment-là, ça pouvait peser sur l'information et déformer certaines informations pour des intérêts économiques, d'actionnaires, etc. Donc on a fait une deuxième étape, on a mis en place la transparence, on a exigé la transparence. Et puis voilà, étape par étape, on avance. Il y a des moments effectivement de recul, et puis on se rend compte qu'il y avait un danger qu'on n'avait pas saisi. Il réussit à réduire peut-être un peu le champ, mais je ne pense pas qu'il y aura enfin j'espère, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un retour en arrière trop radical. Ceci dit, pendant le XXe siècle, on a connu quand même des périodes difficiles. La censure a quand même été rétablie en France à plusieurs reprises pendant le XXe siècle, à l'occasion des guerres mondiales. Donc voilà, un contrôle autoritaire de l'information, à un moment ou à un autre, n'est pas totalement exclu. Espérons que ça n'arrivera pas. Voilà. Donc oui, il y a sans doute actuellement certains risques sur le pluralisme de l'information. Les risques aujourd'hui sont peut-être aussi du côté, et notamment à cause d'Internet, peut-être pas de la réduction du pluralisme, mais de la multiplication des discours dans tous les sens, qui font que des discours d'information produits par des professionnels qui font du travail journalistique sérieux, avec une vraie enquête sur le terrain, pour se documenter, pour s'informer, pour vérifier leurs informations, ces travaux journalistiques sont mis par, disons, une partie des citoyens sur le même plan que toutes sortes de rumeurs qui circulent. Donc ici, le problème, c'est pas qu'il y a un discours unique, c'est qu'il y a une multitude de discours, de qualités très diverses, mais qu'on arrive de moins en moins à les hiérarchiser. Voilà. Et qu'il y a des professionnels de l'information qui, par écrit, à la radio, à la télé et sur Internet, font du travail valable d'information. Ils font leur travail de journaliste. Voilà. Et qu'à côté de ça, il y a toutes sortes de discours d'information, de désinformation, de fake news, de toutes sortes de choses qui sont déversées. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à faire la différence. Et ça, c'est peut-être, à mon avis, à court terme, disons à court terme, peut-être pas à moyen terme, mais à court terme, peut-être un risque plus grand que celui d'une prise de contrôle de l'information, soit par des intérêts économiques, soit éventuellement par une puissance politique. Voilà. À court terme, à mes yeux, ici c'est une opinion que je vous livre, pas une analyse scientifique, mais à mon avis, à court terme, c'est peut-être plutôt le risque actuellement.